Alors, c'est un plaisir de continuer après cet court-métrage qui est un film lui-même qui vient archive dans quelque façon, en Arabia. Alors, c'est peut-être la bonne occasion de continuer les sciences qu'on va faire maintenant. Et là, je suis accompagné par mon ami Pierre-Marc de Biasi, qui, comme j'ai dit en introduction hier, après l'idée de Jean-Michel Frodon de m'accompagner ici, c'est avec Pierre-Marc qu'on a beaucoup discuté le contenu du travail que je vais faire au Collège de France. Aussi, il était dans l'origine de l'initiation de m'amener voir les gens de BNF. De parler, il m'a parlé beaucoup d'archives, d'histoire d'archives, l'importance d'archives, et la nécessité que des fois ça ne dérange pas qu'un cinéaste vivant dans ses archives comme il est encore là. Alors, ce n'est pas toujours peut-être le cas, mais Pierre-Marc, je suis ravi que tu es à mon côté et on va faire un dialogue. Merci Amos. Donc, on s'était engagé à parler de l'archive du point de vue des brouillons, des documents de travail de l'artiste. Et la question était, pourquoi un artiste décide-t-il de donner les brouillons de son travail? En quoi consistent ces documents, dans le cas d'un cinéaste comme Amos? Et donc, c'est posé la question, au fond, de la conservation, comme il vient de le dire, des archives d'une œuvre qui est en plein développement. Alors, je voudrais d'abord resituer les choses dans notre histoire personnelle. On s'est rencontrés en 2003, au moment de la publication de Mont Carmel, un livre de poésie magnifique, qui m'avait beaucoup ému. Et on a été mis l'un en face de l'autre par quelqu'un que je voudrais saluer au passage, qui est Marie-Louise Gourdon, organisatrice du Festival du film et du livre de Montsartou chaque année. C'est un grand festival un peu rebelle et très sympathique, où on s'est retrouvé souvent avec Amos. C'est là en tout cas qu'on s'est rencontrés en 2003. À l'époque, j'avais vu Kadosh, Kippour et Kedma, je crois que c'est à peu près tout. Et en un déjeuner, on a abordé avec Amos non seulement Carmel, son livre de poésie, mais aussi toutes ces questions de traces de la création, puisqu'au fond Carmel est aussi un poème sur la création, hein, et sur la mémoire et sur les traces. Je peux dire en quelques heures, effectivement, on est devenus amis, et quelque chose comme une histoire a commencé de ce côté-là, du côté de la valorisation des archives vivantes. De mon côté, j'étais à l'époque directeur de l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui est un laboratoire du CNRS à Normal-Sup, dont la spécialité est l'étude des processus de création à partir des traces de la Genèse. C'est un laboratoire, un gros laboratoire qui était au départ littéraire, puis qui s'est ouvert à des recherches sur l'histoire de l'art, sur la science et sur l'ensemble, disons, des archives de la création, où on a étudié on étudie des gros corpus comme Flaubert, Hugo, Sartre, Valéry, etc. Et aussi, désormais, des corpus de cinéma, des corpus d'histoire de l'art, etc. Alors, c'est important de rappeler que ces recherches, qu'on appelle la critique génétique, et où la France est leader, c'est vraiment une discipline qui a été inventée à Normal Sup en France, c'est un dispositif de recherche qui est sous l'influence directe des créateurs. Si ça existe, c'est que Victor Hugo, en 1881, a fait un codicile à son testament,
où il écrivait « Je donne tout ce qui sera trouvé écrit ou dessiné par moi à la Bibliothèque nationale de Paris, qui sera un jour la Bibliothèque nationale des États-Unis d'Europe. » C'est pas encore le cas, mais ça viendra sûrement un de ces jours. Enfin, ça n'a pas l'air d'aller très vite là, pour le moment, mais ça finira par se faire. Et cette influence de Hugo est considérable parce que il est à l'origine, disons, de la prise de conscience que les archives de la création, et vous voyez, il le faisait de son vivant, véritablement, sont au moins aussi importantes que la diffusion de l'œuvre. Hugo a été imité par un autre très grand écrivain, exactement un siècle plus tard. Je vous disais 1881 pour le codicille de Hugo. En 1981, Aragon, qui se prenait avec raison pour le Hugo du XXe siècle, fait le même geste, pas tout à fait le même, mais presque le même, et il lègue la totalité de ses archives au CNRS et à la Bibliothèque nationale, qui en est dépositaire matériellement, mais au CNRS pour indiquer qu'il ne s'agit pas seulement de l'institutionnalisation de fétiches d'une mémoire, mais d'un réservoir vivant de pensée. Et vous voyez, 1981, évidemment, c'était une époque favorable. Mitterrand prend le pouvoir, Aragon est une des grandes figures de gauche, et par conséquent, son geste est salué immédiatement par le pouvoir, par la création du laboratoire dans lequel je travaille. Ce laboratoire a pu naître du double geste de Hugo et d'Aragon et a immédiatement été un centre de recherche ouvert sur l'écriture, la création contemporaine, avec des artistes contemporains. Le but de ces travaux, c'est véritablement de comprendre le processus de création à partir disons, d'un projet qui est d'abord celui des créateurs. C'est Hugo, mais c'est aussi en Allemagne Goethe, aux États-Unis Edgar Poe, en France, on le voit, une longue tradition de créateurs qui pensent que l'œuvre finie, c'est bien, celle qui est coulée dans le bronze, qui est dans le marbre, etc., mais que plus encore que cette œuvre-là, au fond, ce qui compte dans leur travail, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est de transmettre aux générations futures le désir de l'œuvre. Et c'était tout à fait clair chez Hugo, dans ses carnets, il dit qu'il transmet ses œuvres aux jeunes républicains de l'avenir pour qu'ils puissent se ressourcer, reprendre énergie pour construire la République du XXe et XXIe siècle. Alors, il y a évidemment en plus un bénéfice intellectuel considérable à pouvoir étudier les archives, c'est de donner des moyens nouveaux, ultra puissants, pour interpréter l'œuvre, c'est-à-dire pour renouveler, au fond, l'herméneutique de l'œuvre. Pour que ça marche, il faut que les traces soient conservées. Et c'est là que les grandes institutions comme la BNF deviennent des partenaires fondamentaux. Ils ont la charge non seulement de conserver et de sauvegarder, mais de valoriser, c'est-à-dire de rendre possible l'accès aux documents, de les numériser et d'entretenir avec les chercheurs une relation permanente qui permet de mieux répondre à la demande d'ouverture des archives. C'est un peu proportionnel à la qualité et à la quantité des traces conservées, la possibilité de réfléchir sur une œuvre d'après du point de vue des processus. Et c'est pour ça, dans nos premières discussions avec Amos, qui était déjà convaincu, pour tout dire que c'était... D'ailleurs, il avait déjà déposé des choses, je crois bien, à Beaubourg, qui avait déjà fait des dépôts de films. Mais ce que j'ai plaidé, c'est l'hypothèse qu'un créateur qui le fait de son vivant, en pleine maturité, alors qu'il est en plein développement de son œuvre, a beaucoup plus de chances de rendre cette sauvegarde vivante, utile et efficace. C'est-à-dire que c'est évident qu'aujourd'hui, avec les dépôts qui sont faits des archives d'Amos, des chercheurs peuvent venir non seulement
plonger dans ces archives pour essayer de reconstituer des processus de création, mais le moment venu, l'interroger sur ces archives, demander aux créateurs des éclaircissements sur ces processus. C'est une situation idéale pour approfondir la connaissance de l'œuvre. Alors encore quelques mots avant d'entamer un petit dialogue avec Amos. Évidemment, le cas des archives d'un cinéaste, ce sont des cas beaucoup plus compliqués que les archives d'un grand écrivain. Moi, je suis spécialiste de Flaubert, par exemple, qui est un écrivain compliqué. Il y a, vous voyez, Madame Bovary, qui est un roman qui fait 500 pages, a à peu près 5000 pages de brouillon, plus tout un tas de documents annexes. C'est très embrouillé, c'est très difficile à lire, mais enfin, ce sont des archives qui sont linéaires dans le temps. Et, quand un écrivain commence à écrire la première idée de son projet, il s'installe dans une durée à l'issue de laquelle, s'il a travaillé de façon continue, eh bien, le texte est fait, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Et reconstituer la genèse de l'œuvre, c'est essayer de comprendre le chemin, parfois assez long, chez Flaubert c'est 5 ans en moyenne, souvent très compliqué, mais de l'élaboration progressive d'une œuvre par un individu. Au cinéma, évidemment, on a affaire à toute autre chose. C'est une genèse collective. Bien entendu que le réalisateur, le concepteur de l'œuvre a un rôle majeur, mais tout seul, il ne pourrait pas faire le film. Alors, que sont les archives d'un cinéaste ? Ce sont des masses de choses. C'est ça qui est assez formidable, au fond, pour la recherche, mais aussi assez effrayant pour les conservateurs. Je crois que c'est par mètre cube, Amos, véritablement, par container, que les déménagements des archives ont été effectués comme une sorte de véritable transport matériel de tout un tas de choses. Et encore, ces traces ne sont-elles que des indices de phénomènes qu'il s'agit de reconstituer, et qui sont des phénomènes non seulement collectifs, mais souvent très matériels. Il en va un petit peu d'ailleurs de la genèse d'un film comme de la genèse d'une découverte scientifique. Il y a derrière toute une équipe, il y a derrière aussi tout un équipement, un dispositif, et pouvoir le faire, pouvoir plonger dans la genèse de l'œuvre, c'est d'une certaine façon simuler une sorte de reconstitution de ce dispositif. Avec le cinéma, qui est probablement le mode de création le plus complexe aujourd'hui, il s'agit presque d'une gageure. Parce que, d'un point de vue logique, c'est une création qu'on pourrait dire, dans le vocabulaire informatique, où les événements sont massivement parallèles. Massivement. C'est-à-dire que sur un même point de création, vous pouvez avoir 100 logiques qui se concentrent. Et pouvoir comprendre ce qui se passe réellement au moment du tournage, par exemple, il faut avoir fait le tour d'une quantité considérable de variables. Donc le récit de genèse d'une œuvre comme ça est particulièrement complexe. Peut-être est-elle d'ailleurs impossible au sens absolu du terme. Tenir compte de tout et vouloir tout reproduire probablement relève de l'impossible, mais la qualité de conservation des traces reste une condition essentielle pour essayer au moins de manière locale, de reconstituer le génie de ce qu'a pu être l'invention de l'œuvre. La critique génétique, c'est-à-dire la discipline que je défends ici, que j'ai contribué à fonder à Normal Sup depuis une trentaine d'années, est c'est une recherche indicielle qui repose sur la réalité des traces, et c'est une recherche qui part aussi d'un point de vue nouveau, qui est que dans ces traces, a priori, on ne peut pas savoir quelle est la trace la plus importante.
Jusqu'à présent, les archives ont été bien sûr prises en compte par les chercheurs depuis très longtemps, mais d'une manière éclectique. C'est-à-dire le chercheur a une idée, ou le critique, a une idée personnelle de l'œuvre, du style d'un créateur, et il va chercher dans les archives ce qui lui permet de démontrer qu'il a raison en disant ça de cette œuvre. Le point de vue génétique est complètement inverse. On essaie de faire une sorte d'époquée, de suspension du sens avant de voir les archives. Et c'est les archives elles-mêmes qui vous parlent. On est en cela héritier de Michelet. Vous voyez, Michelet, fondant l'histoire par un geste qui consiste en entrant aux archives à écouter simplement la voix des morts, à laisser monter des archives la voix de ceux qui n'ont jamais eu le droit de parler de leur vie, le peuple, etc. Et ce point de vue veut dire que il faut laisser aux archives le plein droit de nous dire, vous pensiez que c'était tel truc de scénario qui était à l'origine de l'œuvre, et non, c'était pas ça. C'était un incident qui a eu lieu à un certain moment, dont on trouve la trace ici, ou c'était je ne sais quoi. Donc, plus on a de traces, plus on a de chances de laisser bien parler les archives, pas exactement à la place du réalisateur, qui a tout à fait le droit de dire ce qu'il pense, mais à côté de lui, et peut-être en tenant un discours qui n'est pas forcément exactement le même. Alors, juste quelques mots sur le cas Guitta, du point de vue des archives de son œuvre. C'est une œuvre énorme. C'est quand même un créateur qui a derrière lui un nombre considérable de réalisations, une très grande diversité de réalisations. C'est ce qui nous a beaucoup aussi intéressés dans les relations avec la BNF, dans la mesure où c'est pas seulement le cinéma, c'est beaucoup le cinéma évidemment, mais c'est beaucoup le cinéma de fiction, mais aussi le cinéma documentaire. C'est beaucoup aussi le théâtre. C'est une œuvre ouverte sur une quantité considérable de modes d'expression, musicaux, de mise en scène, de livres, de poésie, etc. Et c'est au fond l'interaction, le lien complexe entre tous ces modes d'expression qu'il faut être capable aussi de comprendre. La masse et la diversité de l'œuvre fait que les fonds ont naturellement, dans l'esprit d'Amos, vocation à être conservés dans différents endroits. Alors, moi j'en ai à l'esprit plusieurs. Évidemment, la BNF est la référence absolue en France pour la conservation, mais néanmoins tu as quand même déposé des documents à Beaubourg, à la Cinémathèque de Paris, et par ailleurs il y a un plan important aussi avec l'université de Stanford, et puis la bibliothèque de Jérusalem. Et est-ce que j'oublie quelque chose? On peut penser aussi aux archives de ton père à Munich. Explique-nous en quelques mots tes choix du point de vue de la distribution de ces archives entre ces différentes possibilités. Non, je parlais ce matin, avant que tu arrives, j'ai expliqué que j'ai suivi un peu le conseil de Saul Bellow, que j'ai interviewé en 1979, il y a exactement 40 ans. Et comme je le racontais à Chicago, sur une tempête de neige, il m'a raconté la vieille stratégie juive de ne pas mettre toutes les choses dans un seul endroit. Il dit comme ça, les Juifs résistent, existent, malgré toutes les persécutions, etc. Alors j'ai pris ça comme une sorte de métaphore pour mes archives. J'expliquais tout à l'heure que j'ai jugé que l'archive rabbine, dans le contexte d'Israël d'aujourd'hui, avec les pouvoirs actuels, c'est plus prudent de le mettre en France. Aussi, il y a le MoMA qui a acheté tous les films non-fiction qui sont dans l'archive de MoMA à New York. Il y a à la Cinémathèque de Paris, il y a à la Cinémathèque de Jérusalem, etc. C'est-à-dire que je trouve que contre la pensée traditionnelle de mettre tout l'archive dans un seul endroit, dans le mode actuel qu'il y a une communication facile par Internet,
on peut diffuser des choses dans l'endroit varié. Et c'est la démarche que j'ai fait aussi avec l'archive de mon père, que à la fois il y a des choses à MoMA, il y a à Pompidou, et je vais continuer à distribuer des choses parce que je trouve que toujours en exigeant, c'était le cas des bibliothèques nationales, qu'il y a un network, qu'il y a les BNF qui peut communiquer avec Stanford parce que c'est les savoir-faire complémentaires, c'est-à-dire qu'à Stanford, il y a des technologies très développées de conservation des informations numériques, et à BNF, il y a beaucoup de matières grises de bonne qualité, de travail qu'il fait Joël avec son équipe, avec l'école de Chartres. Point de vue intellectuel, c'est très bien éclairé. Il y a des gens qui écrivent des textes comme Jean-Michel, importants sur mon travail, qui révèlent un peu les structures, c'est-à-dire les stratégies de trilogie, les plans séquences, comment il faut proposer une multifacette de lecture de cet Moyen-Orient à la fois contradictoire, mais quand même qu'il appelle à imposer un point de vue. Qu'il faut pas, c'est pas neutre, c'est pas que toutes les choses sont égales, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue nécessaire. Alors tout ça, c'est parallèle au procès que tu as évoqué tout à l'heure, Pierre-Marc, comme tu as expliqué les difficultés effectivement de faire l'archive de cinéma. Et comme cette année, j'étais en plus de toutes les autres charges professeur à Columbia avec mon ami Richard Peña, alors j'ai expliqué à mes étudiants contre les méthodes trop exercées dans l'école de cinéma, que c'est pas, comme tu dis, c'est pas un système linéaire, c'est-à-dire c'est pas qu'il faut écrire, après il faut travailler sur tous les virgules de texte, et après il faut faire un casting, etc. Cette démarche-là, il est très limité, et c'est pas vrai. Le cinéma, il peut être inspiré par un morceau de musique, par une photo, par un tableau par les faits divers, par la politique, par les contextes. Et c'est un travail qu'il faut juxtaposer d'une façon simultanée. C'est-à-dire ça dépend des dialogues constants entre l'élément de musique, l'élément technique du cinéma, aussi les choses similaires dans l'architecture et le cinéma, que les deux, ils sont un côté industriel, ils sont un côté matériel. Ce n'est pas strictement d'écrire un texte, comme tu dis, Flaubert, c'est un texte sur un papier, support papier, etc. C'est-à-dire qu'il y a un aspect financier, il faut solliciter des financements d'œuvres, et aussi dans le contexte mondial qui fait beaucoup de pression matérielle, dans les systèmes de société de consommation qui veut des produits très réduits et qui fait trop de pression sur le cinéma et surtout sur les jeunes cinéastes de faire des travail très conformiste de cinéma. Alors il y a plusieurs combats, si on utilise ce terme, simultanés. Il y a les challenges intellectuels, conceptuels, artistiques de donner forme à cette œuvre, ça c'est la chose centrale. Il y a l'aspect pragmatique, il y a les traductions d'œuvres aux solutions techniques et visuelles, comme cette plan séquence qu'on vient de voir d'Anna Arabia. C'est-à-dire c'est toujours un travail simultané, et que tu as dit très justement, c'est-à-dire pour archiver ce processus simultané, ça demande une autre discipline. C'est-à-dire que pas linéaire, c'est-à-dire effectivement, mes archives, on ne peut pas strictement mesurer par mètre carré, parce que hier, Joël, il a mentionné la taille des fichiers numériques. Et c'était quoi, Joël? 150 000 fichiers. Et il s'agit seulement de... Et après, il y a par exemple, si on parle d'archives Rabin qui est à BNF, l'archive Rabin, il y a aussi un aspect chronologique. C'est-à-dire d'abord, il y a une très grande masse de papiers qui étaient surtout trouvés par Rivka, et à la fois dans l'archive des centres d'Yitzhak Rabin à Tel Aviv, des matières brutes, on peut dire, l'événement historique, c'est-à-dire les incitations contre Rabin
pour déstabiliser son gouvernement, c'est-à-dire l'affiche qui dit qu'il est nazi, qu'il collabore, qu'il cède la terre d'Israël aux ennemis, et les textes qui étaient publiés dans les différents journaux. Ça, c'est un très, très grand masse qu'on a ramassé, qui est devenu une sorte de matière brute, qui est devenu l'événement historique, c'est pas encore, c'est avant mon intervention, c'est-à-dire c'est des éléments qui servent comme un point de départ. Et après, il faut sculpter, si je peux dire ce terme, à l'intérieur de cette matière, de masse de matière, des attitudes, c'est-à-dire il faut projeter un point de vue. Il y a aussi la commission de Shamgar, Shamgar, il a fait le geste et m'a donné tous les protocoles de la commission. Et après, il faut sculpter. Alors, il y a tous les drafts que j'ai écrits avec Marie-Josée Sanselme, tous les drafts avec des scènes, avec des essayages, avec des allées, des retours, etc. Et après, il y a tous les rushs, tous les tournages, qu'il y a des scènes qui sont été pas finalement dans le film définitif. Il y a l'élément musical, il y a les oui, musiques. La musique est très, très importante. Hein, après, il y a une question de chronologie, que dans le montage, il faut se sentir libre de changer les chronologies qui étaient préécrites dans le scénario. Et parallèlement, ils font tous les interviews à la Bibliothèque nationale que j'ai conduit moi-même avec Rabin. Comme il a négocié avec le Palestinien, j'étais allé avec lui au Washington, au Caire. Alors, effectivement, tu as des... Et là, il faut... Et je crois qu'on n'a même pas eu le temps de complètement élaborer, mais il faut créer une méthodologie, comment on peut jamais reconstituer complètement la démarche artistique ou la démarche de mise en scène, parce qu'il faut rendre hommage à Breton, que j'ai parlé dans les conférences que j'ai fait sur les questions de hasard. Les questions de hasard et les coïncidences dans les démarches créatives, qu'il faut être toujours en même temps qu'on a une méthodologie construite, il y a des éléments pas prévisibles qui bouleversent cette procédure. Il faut accueillir cette démarche, oui. Mais il faut toujours être à l'écoute de tout le monde, et même le hasard qui arrive quelque part, mais prendre des décisions rapides, parce que la planète attend à personne. Et si je fais le compte de tous les films que j'ai fait, qu'aujourd'hui je ne peux pas faire, ça va être une liste très longue qui, pour aujourd'hui, sur le plateau de Golan, c'est impossible, etc. etc. C'est-à-dire on travaille dans un contexte de chaud, d'une sorte de situation volcanique qui produit tout le temps d'événements dans cette région. Et à la fois, il faut faire la synthèse, mais il faut aussi passer à l'action. Alors, je suis très curieux de regarder en même temps les démarches qui vont être appliquées pour installer cette sorte de lecture possible. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est propre à ton œuvre, quand même. C'est-à-dire qu'on peut peut-être plus facilement, si on prend une production américaine un peu industrielle, reconstituer des linéaments logiques et institutionnels simples. Dans ton cas est particulier, puisque c'est une œuvre d'artiste un peu rebelle aussi. Quand on te demande ta profession, tu dis toujours que tu es architecte, qui fait du cinéma. Je crois qu'il y a quelque chose dans cette double identité qui est très important par rapport à non seulement ta capacité à ressentir l'intérêt de la jeunesse de l'œuvre, et puis peut-être aussi le caractère un peu artisanal de ton rapport à la fabrication qui te permet des choses beaucoup plus aventureuses que la plupart des créateurs. Un architecte est quelqu'un qui, quand il est en train de concevoir un immeuble, un projet, est instinctivement attentif à son processus de travail. Le processus de conception en architecture, il est toujours à l'esprit de l'architecte, parce que si jamais il se rend compte que ses dessins le mènent à une impasse, il faut qu'il puisse revenir en arrière et repartir de la bifurcation où ça n'allait pas pour rétablir les choses. Eh bien, je pense que Amos,
de sa qualité d'architecte, a gardé pour le cinéma aussi cette idée d'une sorte de vigilance sur les possibles, les conséquences, les retours en arrière qui permettent de reprendre la logique de création. Enfin, c'est une de mes hypothèses. Mais le plus important, c'est peut-être aussi cette sorte de forme très singulière de l'œuvre d'Amos, du lien entre le conceptuel et l'artisanal. C'est une œuvre évidemment conceptuelle, c'est-à-dire ce qui compte pour lui, c'est un cinéma non illustratif, un cinéma qui est porteur de son propre style, véritablement. Mais c'est aussi la capacité à travailler ensemble avec des gens de manière libre, c'est-à-dire en dépendant le moins possible de structures lourdes qui vous imposent leur forme. Donc un côté artisanal. Enfin, moi je le ressens comme ça, artisanal et conceptuel, comme un ensemble de deux choses qui ont l'air contradictoires et qui sont en fait parfaitement soudées l'une à l'autre pour avoir la possibilité de se mettre en danger dans un projet pour aller un peu plus loin que ce qu'on ferait si on n'était pas en danger. Et dans cette singularité, il y a aussi, et ça a bien sûr des conséquences énormes sur les archives, le choix d'Amos d'être radicalement international dans sa conception. On a des archives multilingues. Ça pose des problèmes importants aussi pour la lecture, la compréhension, l'édition, etc. Au minimum, anglais, hébreu, français, souvent d'autres langues, mais arabe. C'est toujours cette complexité qui me paraît une des singularités du corpus génétique d'Amos. Oui, ben, je ne peux pas parler de moi-même, mais c'est vrai que j'essaye toujours de rester sobre, tu vois, parce que même cette grande occasion ici de faire des séries de conférences qui fait une sorte de sommaire, j'espère intermédiaire, mais on ne sait jamais, de travail de très longtemps. L'idée, c'est de rendre compte des choses que je viens de faire, parce que je travaille surtout aussi d'une façon intuitive. Il y a une pré-réflexion, il y a une simulation de travail, et il faut toujours laisser les choses ouvertes, même les choses qu'on a fait très récemment, la semaine dernière à Charleston, aux États-Unis, qu'on a fait une adaptation théâtrale le court-métrage qui a été montré hier, Lettre à mon ami de Gaza. C'est-à-dire que dans l'échelle d'architecture, je peux faire l'acte définitif comme j'ai tous les paramètres. C'est-à-dire les paramètres, c'est comme on prépare une salade. C'est-à-dire il faut de bons concombres, de bons tomates, de bons huile d'olive. Mais l'acte même de faire la salade, on fait un live. On ne peut pas pré-simuler trop. Et ce n'est même pas très conseillé. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi dans les leçons que j'ai fait l'année dernière, c'est un peu comme dans l'architecture, l'époque ils ont construit de grandes cathédrales, comme la cathédrale de Chartres, qu'on a quelques références de cet édifice, c'est-à-dire que les technologies étaient connues, les technologies gothiques d'arches qui libèrent les surfaces des bâtiments pour faire des vitrages étaient déjà connues, pour amener de lumière, surtout dans les pays nordiques comme la France ou l'Angleterre et des autres. Mais il n'y avait pas de croquis. Les cathédrales étaient construites sans croquis préliminaires. C'est-à-dire les gens on peut imaginer qu'ils ont été situés sur cette colline, dans les vraies échelles de cette église, c'est-à-dire ce n'est pas une simulation, c'est un bout de papier qu'on va exécuter, j'utilise le mot exécuter dans le mauvais sens, ce n'a pas été une stricte exécution, mais on a travaillé dans les vraies échelles, c'est-à-dire on est sur cette colline, et il y avait les gens, j'imagine, avec des pillars, des poteaux et des ropes, de cordes qui sont dessinées dans les vraies échelles de cette cathédrale. Et j'imagine, et je dis toujours comme métaphore, que si aujourd'hui un architecte il avait ça, il a dit, bon, la colline, ça me dérange, alors il a bulldozé les terrains. Mais là, non,
Cette situation de cette cathédrale donne en grâce cette adaptation aussi des paramètres qui ne sont pas strictement viande des créateurs, mais ils sont des éléments donnés, c'est-à-dire comment on peut faire en synthèse d'éléments existants ou d'éléments que, si je prends des métaphores vers le cinéma, qui arrivent d'ailleurs, et tu fais une synthèse de tous ces paramètres pour faire le travail définitif. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a un arbre, il est coupé, s'il y a un boule douce, c'est-à-dire les facilités technologiques dans les domaines d'architecture aussi créent des désastres écologiques. C'est-à-dire il n'y a pas d'effort d'adaptation. On peut transformer tout, on peut bloquer des rivières, on peut créer des lacs artificiels, on peut transformer la planète, et des nécessités de faire un travail, comme tu dis, artisanal, d'adaptation et d'intégration des paramètres donnés, aussi social. Tout à l'heure, avant ton arrivée, je parlais de nécessités aussi que l'architecture rende compte aussi des nécessités sociales, politiques, parce que beaucoup d'événements qu'on voit aujourd'hui sont produits aussi par l'architecture répressive à la fois, et l'architecture qui délire complètement, qui devient strictement des fétiches visuels, c'est-à-dire ne rend pas des nécessités, toutes ces choses magnifiques qui sont construites dans les pays de Golfe, de gaspillage de ressources colossales, etc. Alors, avec des journaux qui écrivent que c'est des chefs-d'œuvre absolus, c'est-à-dire qu'il y a un détachement de certaines disciplines de leur mission d'origine. Alors, si je prends ce paramètre et je reviens au cinéma, c'est-à-dire qu'il faut que le cinéma reste proche à ces matières. Il essaie de dire des choses, mais dans un sens poétique, mais et pas didactique. C'est ça le grand challenge, mais ce discours-là est pas évident comment on peut conserver. On peut conserver des paramètres, c'est déjà très bien. Et je suis ravi que de bonnes institutions comme Stanford, le BNF, et un petit truc aussi dans les bibliothèques à Jérusalem et des autres, ils vont faire. Alors on verra. De toute façon, c'est bien de laisser des traces dans le sens plus général, parce qu'il faut que le mémoire travaille, fait son démarche. Il faut qu'il reste quelques traces. Et le mémoire, comme tu dis, il a aussi sa propre façon subversive d'aller contre un courant contemporain et d'aller vers des composants du passé en proposant quelque chose pour le futur. Oui, ça je crois que c'est aussi très important en termes de rythme. C'est-à-dire que Amos a produit beaucoup, mais à son propre rythme, parfois dans des temps très ramassés, mais toujours en se décalant par rapport à ce qu'est le rythme des cycles courts des médias, par exemple aujourd'hui, de la télévision, et en se décalant par rapport au cycle industriel, du cinéma industriel. Donc, je pense qu'il y a tout un travail aussi à mener à travers les archives sur le temps de la création, cette temporalité très particulière qui est celle qu'on vient de décrire. Je crois qu'on n'a pas le temps malheureusement de discuter avec la salle. Je voulais dire une chose qui m'est venue à l'esprit, mais peut-être c'est une absurdité, mais repensant à Carmel, à ton travail, au lien de la poésie avec ton écriture, à tout ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas pour toi quelque chose comme un modèle chez Pasolini. Comment tu dirais? Tu sais, moi j'ai raconté que je ne suis pas un cinéphile. Je sais que ça va choquer les amoureuses de cinéma, mais j'aime surtout des cinéastes, même plus que le film. C'est-à-dire, je ne suis pas un grand consommateur de cinéma, mais il y a des cinéastes que je respecte leur démarche. Et si j'aime par exemple Pasolini ou Fassbinder ou Bresson ou Rossellini, je vais les suivre parce que je trouve qu'il arrive de m'exposer à Abbas Kiarostami pour parler des cinéastes plus récents, au Glaube Rocha, on va parler tout à l'heure avec Richard Peña, ou Ritwik Gatak, qui est cet après-midi. C'est des cinéastes que j'aime leur démarche parce qu'ils deviennent à la fois de grands cinéastes, aussi des chronicles de leur temps.
Et même si Fassbinder me montre un petit interview qu'il a fait avec sa mère, ça m'intéresse. Il monte Mello, ça m'intéresse. Il fait Alexanderplatz, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect plurivalent des démarches de tout cet cinéaste. Et dans les prix que j'ai reçus dans ma vie, le prix que je suis plus fier que j'ai reçu 2 fois, le prix Rossellini. Et je trouve que Rossellini, toujours extrêmement courageux, comme il nous fait allemand année zéro, pour montrer comment un pays il peut être victime d'elle-même. Le moment que tout le cinéma mondial fait toute cette comédie américaine avec les chars qui marchent sur les Allemands, etc. Alors ça, je trouve formidable. Une grande intelligence d'un cinéaste comme Rossellini, qui effectivement va et utilise aussi l'aspect, si vous voulez, Pierre-Marc, on peut dire archive, mais éléments documentaires, fiction, etc., dans les ruines de ce pays qui détruit elle-même, qui pas seulement détruit les autres, mais comme ça arrive souvent, comme tu détruis les autres, tu détruis aussi une partie de toi-même. Et c'est un film très fort. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon, Oui, c'est oui. comme ça. Merci beaucoup, Amos. Merci. Merci, Pierre-Marc.